Salut à tous. Imaginez un homme, un empereur, qui a conquis presque toute l'Europe et qui, grisé par sa gloire, décide de s'attaquer à l'immense territoire russe. En 1812, Napoléon Bonaparte lance une campagne militaire d'une ampleur sans précédent, la campagne de Russie. Mais ce qui devait être une nouvelle victoire glorieuse pour l'empereur français tourne au cauchemar, laissant des milliers de soldats brisés sur les terres glacées de Russie. La marche de la grande armée en territoire russe est jalonnée de combats sanglants, de froid implacable, de privations et de décisions fatales. Comment ce génie militaire a-t-il pu se retrouver piégé dans les neiges russes? Quel secret se cache derrière cet échec retentissant? En 1811, Napoléon est à l'apogée de son règne. Il a consolidé son empire à travers l'Europe grâce à des alliances, des mariages politiques, et surtout, grâce à des victoires militaires spectaculaires. Mais il ne s'arrête pas là. Son ambition l'aveugle au point de ne pas voir les signes annonçant sa chute. À l'époque, Alexandre Ier, le tsar de Russie, est de plus en plus méfiant envers l'empereur des Français. La Russie, étouffée par le blocus continental imposé par Napoléon, commence à défier son autorité, notamment en reprenant ses échanges commerciaux avec l'Angleterre, grande rivale de la France. C'est cette infraction au blocus qui pousse Napoléon à prendre une décision radicale, une invasion de la Russie, pour soumettre ce géant et asseoir définitivement son contrôle sur l'Europe. Dès les premiers jours, Napoléon remporte plusieurs victoires. La stratégie de l'empereur est simple, avancer le plus vite possible pour frapper au cœur des forces russes avant que celles-ci ne soient prêtes à réagir. Mais, malgré des victoires successives, il se heurte à une tactique inattendue, les Russes, sous le commandement du général Koutouzov, reculent méthodiquement tout en brûlant les villages, les champs et les sources d'eau. Cette stratégie de la « terre brûlée » empêche la grande armée de se ravitailler, forçant les soldats à s'enfoncer toujours plus loin en territoire hostile. En août 1812, après une poursuite acharnée, Napoléon parvient à rattraper une partie de l'armée russe à Smolensk, une ville d'une grande importance stratégique. La bataille est intense et coûteuse en vies humaines. Mais une fois de plus, les Russes finissent par se retirer, laissant la ville en flammes. La victoire est amère pour Napoléon. Smolensk n'est plus qu'un champ de ruines inutilisables pour ses soldats exténués et affamés. Cette étape marque un tournant dans le moral de la grande armée, qui commence à comprendre l'ampleur du défi qui les attend. Le 15 septembre 1812, Napoléon atteint les portes de Moscou. Mais avant de s'emparer de la ville, il doit d'abord livrer bataille à Borodino, l'une des plus féroces confrontations de la campagne. Les deux armées se lancent dans une mêlée sanglante. La bataille de Borodino dure toute la journée, laissant le champ de bataille jonché de corps. Environ 70 000 soldats sont tués ou blessés. Bien que Napoléon finisse par remporter la bataille, cette victoire lui coûte cher, et la résistance des Russes le surprend. L'armée française est épuisée, et les pertes sont lourdes. Malgré la victoire, l'empereur est de plus en plus inquiet. Il s'enfonce toujours plus loin en Russie, loin de ses lignes de ravitaillement, et les Russes continuent de se replier en bon ordre. La campagne devient une quête d'une victoire décisive qui semble toujours hors de portée. Le 14 septembre 1812, Napoléon entre triomphalement dans Moscou, s'attendant à recevoir la reddition du tsar Alexandre. Mais la ville est étrangement silencieuse. Les habitants sont partis, et le lendemain, Moscou est en proie aux flammes, une fois encore dans le cadre de la politique de la terre brûlée. Les soldats français se retrouvent dans une ville dévastée, sans nourriture ni abri. Napoléon attend en vain un message de reddition du tsar qui ne viendra jamais. Les semaines passent, et l'hiver approche, mais Alexandre refuse de céder. Napoléon réalise qu'il ne peut rester à Moscou. Fin octobre, Napoléon donne l'ordre de la retraite, mais le retour s'annonce terrible. La neige commence à tomber, et le froid devient de plus en plus intense. Les soldats, mal équipés pour affronter l'hiver russe, souffrent du gel et de la faim. Les Cosaques harcèlent sans cesse la grande armée en retraite, ajoutant à la confusion et au désespoir. Les troupes françaises, épuisées, malades et affamées, marchent sans fin dans le froid glacial. À chaque étape, des soldats meurent de froid ou sont tués par les Cosaques russes. En novembre, les troupes françaises atteignent la rivière Bérésina. Mais le fleuve est infranchissable, et les armées russes encerclent Napoléon. La situation est critique, les ponts sont détruits, et les soldats doivent traverser sur des ponts de fortune construits en toute hâte. Dans le chaos qui s'ensuit,
des milliers de soldats sont piétinés, d'autres tombent dans les eaux glacées de la rivière et se noient. La traversée de la Bérésina est un carnage, environ 25 000 hommes périssent en quelques jours. Pour Napoléon et la Grande Armée, c'est le point de non-retour, symbolisant l'effondrement de l'invincible empire napoléonien. Après la Bérésina, la retraite française continue, et l'armée de Napoléon est devenue méconnaissable. De ces 600 000 soldats, seuls quelques dizaines de milliers rentreront en France, marqués à vie par l'enfer qu'ils ont vécu. La campagne de Russie est une leçon d'humilité pour Napoléon, qui réalise trop tard que même le plus grand des conquérants ne peut défier impunément la nature et la détermination d'un peuple au territoire immense. Cet épisode tragique est resté dans l'histoire comme un avertissement pour tous ceux qui sous-estiment la force d'un territoire hostile et d'un adversaire déterminé. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, merci bien vouloir la liker, de la partager et surtout de vous abonner à cette chaîne. À très vite.